nos invités d'être là. Merci à vous le public et merci à ceux qui vont suivre grâce à l'Italie en direct la présentation de ce soir. Alors c'est très important, non pas seulement parce que je tiens beaucoup à la série des rencontres avec les italianistes des universités parisiennes. Je trouve que vous avez votre place ici et que c'est toujours important qu'on puisse échanger. J'ai compris que je peux dire, parce que c'est vrai que Paris est le lieu avec le plus de départements d'italiens de la planète, dans les universités. Donc, de l'univers. Alors, on va voir quand est-ce qu'on arrive sur Mars, c'est ce qu'on découvre, mais en tout cas, c'est assez intéressant de placer Paris sous l'enseigne d'un lieu d'échange et d'avancer de thèmes de la langue italienne. Et je vous remercie comme institution italienne, ici à la Maison de l'Italie, pour tout le travail que vous faites. Et voilà, et c'est un travail qui ne pourrait pas se passer des traductions. C'est quand même au cœur de ces batailles corps à corps entre les langues et les pays et les cultures. Et je pense qu'avec la Commedia dell'arte, on est encore plus dans un corps à corps. Avec Emmanuel, on a parlé déjà souvent parce que voilà, on s'est connus aussi dans les contextes du colloque qu'on a fait avec l'opéra comique. Et c'est vrai que voilà, c'est transferts culturels entre l'Italie et la France dans les siècles ont été très porteurs et ce n'est pas pour rien qu'effectivement c'est important encore aujourd'hui de faire de la recherche, de traduire des volumes et de célébrer les grands travaux que les professeurs émérites et non accomplissent avec des personnes de différents âges. Et c'est ça la force aussi de la Maison de l'Italie, c'est d'essayer d'être dans la transmission. Donc la transmission des siècles d'histoire et la transmission des générations. Donc on rigolait avec Emanuele De Luca qui sera élève de Ciro Ferroni, bien accompli et mûr dans sa carrière. Et ça c'est important pour nous de saluer Ciro Ferroni en profitant de la présence de la caméra, parce qu'il ne peut pas être avec nous pour des raisons de santé, mais il est avec nous voilà, dans l'esprit de cette présentation, et sa parole et son œuvre seront magnifiquement portées par nos invités. Donc, je remercie Lucie Contarini qui est notre modératrice de la soirée, et Françoise Descozette qui a traduit les textes et donc est là pour nous aider à rentrer aussi dans les questions de traduction et de l'histoire de la naissance de ce volume, et Emanuele De Luca qui est spécialiste de ce thème de la vie, de la littérature quand elle s'est fait théâtre dans l'histoire. Donc c'est quelque chose que je tiens beaucoup parce que l'oralité, la performance donne quelque chose de différent à l'usage de la langue, et à chaque fois qu'on peut en débattre pour remémorer que c'est important quand même de se retrouver en vrai entre êtres humains et qu'on en a besoin, ça fait plaisir. Donc je passe la parole à nos invités et je remercie encore une fois Paolo Romani et l'Italie en direct pour nous permettre de rejoindre un nombre plus important d'auditeurs avec cette rencontre. Un grand merci. Je me permets de prendre la parole. J'aurais voulu très rapidement, je pense que ça reste utile, de présenter les personnalités, à la fois les intervenants et aussi l'auteur qui malheureusement ne peut pas être parmi nous. Et je voulais rappeler que Ciro Ferroni est un grand spécialiste de l'histoire du théâtre et de la dramaturgie, et que ses œuvres principales, pour ceux qui ne les ont pas lues, les ouvrages principaux, je les cite rapidement. Évidemment, je ne cite pas la kyrielle d'articles, d'ouvrages collectifs, de coordination, de direction d'ouvrages. Je cite les choses qu'il a signées lui-même et qui sont déjà importantes. Alors, Ciro Ferroni, qui a été professeur d'histoire du théâtre et du spectacle à l'Université de Florence, qui est encore professeur émérite, a publié essentiellement des ouvrages sur la comédie et les comédiens,
Et on verra plus tard que ce terme de comédie, il faut le prendre avec des pincettes. Donc, premier ouvrage important, 2011, non peut-être 2008, Arlecchino, Vita e Avventure di Tristano Martinelli, attore, qui a été traduit en français, cet ouvrage-là, 2006 pardon, traduit en 2008. Ensuite, il y a eu l'ouvrage réédité qui avait paru en 93 mais qui a été réédité chez Einaudi en 2011, Attori, Mercanti, Corsari, la commedia dell'arte in Europa tra 5 e 600. Et puis un focus sur Carlo Goldoni, l'ouvrage La vita e il teatro di Carlo Goldoni chez Marsilio, 2011 donc, et cet ouvrage que nous présentons aujourd'hui, 2014, chez Einaudi encore, La commedia dell'arte, attrici e attori italiani in Europa. Donc il y a beaucoup d'autres choses, par exemple, alors les goldonistes comme moi connaissent bien le volume dont il s'est occupé pour l'édition scientifique d'une œuvre de Goldoni, et celle dont il s'est occupé, c'est L'Innamoranti, en 2002 chez Marsilio, et c'est toujours un bonheur hein, de lire les écrits de Ciro Ferrone. Et alors en cherchant un peu dans sa bibliographie, j'ai découvert, je ne le savais pas, qu'il est aussi écrivain, puisqu'il a écrit une œuvre musicale intitulée Il Rebello, avec les musiques et la mise en scène de Roberto De Simone, sur un livret donc de Ciro Ferrone. Et voilà, et je me suis dit, c'est souvent la caractéristique des gens qui s'occupent de théâtre, qu'ils se mettent à un moment donné de leur carrière à écrire eux-mêmes. Et dans cette écriture, je mettrai la traduction dont on parlera tout à l'heure, parce que je pense que traduire, c'est aussi un peu écrire. Alors, je présente aussi, alors je n'en dis pas plus, hein, je pourrais parler des heures sur la carrière de Ciro Ferrone, mais je pense que vous avez un aperçu succinct. Je présente Françoise de Croisette, qui est agrégée d'italien, docteur d'État. Elle a été attachée de recherche au CNRS dans l'équipe théâtre et musicologie. Elle a enseigné à l'université de Caen et ensuite à l'université de Paris 8, Saint-Denis, et elle est professeure émérite depuis 2012, mais alors c'est une retraite très très active. Françoise n'arrête pas de produire, d'être dans des colloques, enfin vraiment ça fait plaisir à voir ces professeurs émérites qui sont toujours importants pour nous, pour la recherche, pour les productions. Elle a aussi traduit des pièces de Goldoni, entre autres l'école de danse, des pièces peu connues d'ailleurs, hein. La villégiature, pas la trilogie de la villégiature, la villégiature, l'école de danse, le véritable ami, et puis bon, avec un serviteur de maître qui lui est beaucoup plus connu. Elle a traduit, ce qui est beaucoup plus rare, des pièces de Carlo Gozzi, L'oiseau vert, Le corbeau, La femme serpent. Elle a coordonné un énorme volume de traduction faite en collectivité, enfin traduction collective, les Memorie Inutili de Carlo Gozzi, qui ne sont pas du tout faciles à traduire et qui retracent une partie de l'histoire du théâtre et des polémiques théâtrales. Voilà, Emanuele De Luca maintenant est maître de conférence en études théâtrales à l'Université Côte d'Azur. Il est membre du Centre transdisciplinaire d'épistémologie de la littérature et des arts vivants. Il est chercheur associé dans l'équipe ELSI, que je représente au passage ici. Hein, je représente l'équipe de Sorbonne Université, littérature et culture italienne aujourd'hui. Et il est aussi membre du Centre de musique baroque de Versailles et il travaille très activement hein, dans ce cadre-là. Il est aussi dramaturge et conseiller scientifique. Il a aussi édité quelque chose, un matériau très très utile, qui est le répertoire de la comédie italienne de Paris, de la seconde période de la comédie italienne, c'est-à-dire 1716-1762, en 2011. Et c'est vraiment un ouvrage auquel on a toujours recours, qui est consultable très facilement. N'est-ce pas? Oui. Sur Internet. Oui, oui. C'est très bien. Et il a édité aussi le traité de François Carboni, alors là aussi un pan plus théorique, l'art du théâtre à Madame XXX, enfin, et en 2015 aussi.
Alors, il s'occupe de parcours transversaux, circulation, création, transversalité, ce sont des titres aussi d'autres travaux. Et surtout récemment, il a organisé avec Andrea Fabiano, ici présent, un colloque qui a marqué une avancée dans la connaissance de la comédie italienne de Paris. Vous savez, la Commedia dell'arte a fait des petits très importants en France. Et ce colloque a donné lieu à une publication intitulée « L'apothéose d'Arlequin, la comédie italienne de Paris, un théâtre de l'expérimentation dramatique au XVIIIe siècle ». Peut-être je passe tout de suite la parole à Françoise qui a un mot à nous lire de la part de Ciro Ferrone. Oui, merci. C'est bon. Alors, oui, Ciro Ferrone donc ne pouvait pas venir ce soir. Il se déplace beaucoup moins maintenant que par le passé. Il aurait vraiment voulu venir, mais il était trop fatigué. Et il m'a envoyé un petit mot que je vais vous lire en italien. J'espère que tout le monde, mais sinon je peux vous le traduire aussi, mais bon, je crois que ces mots en italien, c'est vraiment les siens. Care amiche e cari amici, inutile dirvi quanto sia felice di questa occasione e quanto mi manchi il non poter essere presente a questo incontro organizzato dalla Maison de l'Italie in collaborazione con l'équipe Littérature et Culture italienne de la Sorbonne Université. Desidero comunque, anche se da lontano, ringraziare coloro che hanno reso possibile questa avventura. Grazie a Maria Grazia Prodi, direttrice della Maison de l'Italie, e ad Andrea Fabiano che ha seguito con costanza anche il lungo itinerario di pubblicazione di questo libro. Grazie a Emanuele De Luca e Lucie Comparini per il loro impegno e disponibilità per questa presentazione. E grazie a Françoise de Croisette, qui mi faccio un occhio, che è qui dopo aver messo a disposizione la sua competenza e il suo impegno per giungere ad una traduzione che è ben più di una semplice traduzione. Un grazie particolare e commosso a Georges Forestier, che tanto ha voluto la presenza di questo libro nella sua collana e ci ha lasciato poco prima dell'uscita del volume. E un grazie a tutti voi per essere qua, qui. Ciro Ferrone. Voilà. Alors j'en profite, oui, pour rappeler que Georges Forestier est décédé, mais qu'il a participé à la décision et ensuite la réalisation dans la collection Teatrum Mundi de Sorbonne Université Presse, voilà, de la publication de cet ouvrage. Alors cet ouvrage qui avait été réclamé, je me souviens, parce que j'en entends parler depuis de nombreuses années, qui avait été réclamé à corps et à cri un peu par Ciro Ferrone et qui tenait énormément à ce qu'il soit diffusé, et il avait raison, à ce qu'il soit diffusé. Et peut-être que, Françoise, tu pourrais rappeler très rapidement l'histoire de cette traduction et en même temps de tes liens avec Ciro Ferrone, très rapidement. Oui, alors, bon, mes liens avec Ciro Ferrone remontent à 1980, c'est-à-dire vraiment très loin, puisque je travaillais sur le théâtre de la Pergola à Florence, qui est un des théâtres qui a été construit par les Médicis à la fin, au milieu du XVIIe siècle. Et c'était l'époque, vous savez, les années 80, des grandes expositions florentines sur le théâtre et la ville, qui étaient des expositions chapeautées par l'équipe de Ludovico Zorzi, qui est un des grands spécialistes de l'histoire du théâtre italien, qui nous a quittés aussi, lui, trop rapidement. Et il y avait dans son équipe donc Ciro Ferrone, qui est encore un jeune professeur, et Cesare Molinari aussi, que peut-être vous avez entendu parler de lui, qui a écrit aussi un ouvrage très important et très illustré sur la Commedia dell'arte. Et donc j'étais à Florence très souvent et je les ai rencontrés.
Cesare Molinari, il était même dans mon jury de thèse, donc c'est pour vous dire qu'il y a des liens. Et ensuite, on ne s'est jamais perdu de vue, puisque Ciro Ferrone, comme il a été rappelé, a continué à travailler dans ce domaine, à se spécialiser sur la commedia dell'arte, sur les questions, on en reparlera, d'iconographie théâtrale, et c'est très important dans ce domaine, comme dans d'autres. D'ailleurs, la scénographie, par exemple, c'est aussi quelque chose qui intéresse, donc ça nous a rapprochés. Et on s'est suivi très longtemps. J'ai suivi ses publications sur la commedia dell'arte. Et en 2016, je lui ai proposé, moi, en revanche, je pensais qu'il était plus important pour la connaissance de la commedia dell'arte et en profondeur en France, de traduire le volume Attori Mercanti Corsari, qui est un volume vraiment fondamental, je crois, qui fait suite à d'autres recherches. Il n'y a pas que lui comme chercheur. Il est dans une équipe de chercheurs où il y a Taviani, il y a Tessari. Mais celui-là, il avait centré sur la personnalité de Don Giovanni de Medici, qui est donc un membre de la famille Médicis, un aventurier aussi, un vrai capitaine. Il en fait un capitaine d'ailleurs dans le livre, et qui a été chef de troupe. Et donc je trouvais ce livre, que j'avais d'ailleurs lu attentivement pour en faire des comptes rendus, remarquablement intéressant et peut-être plus pointu. Et puis il a préféré celui-ci, pour des raisons qu'on va peut-être dire après, mais enfin surtout parce que c'est un livre qui est beaucoup plus destiné à la pédagogie. C'est un livre qu'il destinait lui-même à ses étudiants. Il a été conçu pour les étudiants, et en plus c'est un parcours qui est plus large, qui va du 16e au 18e, et qui couvre l'activité des comédiens italiens sur l'Europe entière. Donc ça, c'est extrêmement important. Et il avait creusé en plus tout ce qui était la question des actrices, qui est là vraiment centrale. Alors, je me retourne vers Emanuele De Luca. Alors, la même question, et puis je te demande de faire la petite transition vers le contenu. Hein. C'est-à-dire que tu as aussi des liens, tu as eu des liens privilégiés avec Ciro Ferrone. Peut-être que vous avez eu l'occasion de discuter de tes propres intérêts, hein, qui vont un peu dans ce sens. Et tout en répondant à ma question, je voudrais te demander de nous dire, alors François a commencé à répondre, pourquoi ce livre en Italie? Pourquoi ce livre en Italie, qui n'est pas une question évidente. Alors peut-être qu'il y a le souci pédagogique vis-à-vis des étudiants, mais je pense qu'il y a aussi le souci vis-à-vis d'un public plus large et plus varié. Oui, merci Lucie. Alors, moi, mon expérience avec Ciro Ferrone arrive, ma connaissance arrive un peu plus tard par rapport à Françoise de Crozet, et arrive comme l'expérience d'un étudiant qui débarque à l'université de Florence, venant du sud d'Italie, qui ne connaissait absolument rien du théâtre, ni de la vie théâtrale, ni de l'histoire du théâtre. Je rencontre à l'université de Florence, c'était 1998, ce groupe de chercheurs, historiens, alors Ciro Ferrone évidemment, à côté il y avait Sara Mamone et Cesare Molinari, et tout un groupe autour, je rappelle Renzo Gorbenti, Stefano Mazzoni, qui faisait vraiment construisait en quelque sorte une nouvelle école, qui était une école florentine de l'histoire du théâtre, qu'on pointe non seulement dans le panorama universitaire italien, mais aussi international, d'une nouvelle méthodologie et de la recherche en théâtre, en histoire du théâtre. Et alors, pour répondre aussi à cette question, pourquoi ce texte en Italie, non, en fait, je pense que c'était un moment fondamental et important pour l'Italie aussi, mais pas seulement pour l'Italie. Et je pense que peut-être l'incipit du prologue de Ciro Ferrone. J'avais l'intention de le lire, mais tu vas lire la première page. Voilà, même pas. La première ligne, Ciro Ferrone commence certains lieux communs
trop fréquemment répété laisse penser que la commedia dell'arte est un genre théâtral peuplé des types fixes, les masques, qui cabriolent et grimacent, s'érouent mutuellement des coups et parlent d'amour avec des phrases emphatiques et des gestes acrobatiques pour le plaisir des grands et des petits, toujours vêtus de même habits bariolés. Alors ça, c'est mon l'incipit qui guide, de mon sens, tout l'ouvrage, aussi l'approche de Cyril Ferrand. Alors ce livre sort en 2014, alors vous l'avez cité plusieurs fois, j'ai amené, pour vous le montrer, juste le parcours de Cyril Ferrand, qui arrive en 2014 en Italie avec cet ouvrage, qui est le point d'arrivée, l'aboutissement de tout un parcours de cette école qui commence à réinterroger le phénomène de l'histoire, de la comédie de l'art, non pas, donc pour briser toute une série de lieux communs. Alors l'idée, non, parce que moi j'aime toujours dire un peu ce qu'on pense à la comédie de l'art comme une réduction de bouffon. Maintenant, les comédiens de l'art sont ces personnages colorés avec le masque qui font des carbones, etc. Et bien non, c'est justement encore en 2014 la nécessité est donc fondamentale de briser des lieux communs qui continuaient à être perpétrés, enfin à être encore dit à l'intérieur des études de cette même époque. Et c'est intéressant parce que c'était, je cite un peu Stefano Mazzoni, quand il présentait à Florence ce livre, il disait en fait l'important encore à ce moment-là était de transporter la commedia dell'arte du mythe, c'est lui qui avait été créé en France déjà au XIXe siècle, Georges Maurice Saint, de masques et bouffons, comme quoi, l'amener dans l'histoire, donc reconstruire justement ce processus de l'histoire. Juste un dernier peut-être aussi élément, à part Attori Mercanti Corsari, Arlequin, donc, qui convergent dans une histoire de la comédie dell'arte. Probablement on discutera de ça. Aussi un autre élément qui était de cette même période, mais paru en 2012, où l'historiographe Cyril Ferrand rencontre les humanités numériques avec la fondation de cette archive multimédiale des banque de données. Exactement, c'est une base de données AMAT qui effectivement recueille toutes les biographies et qui a la vocation d'être après un travail immense, les biographies des acteurs et qui en quelque sorte convergent aussi dans le volume et dans la dernière partie du volume où on a une petite anthologie, oserais-je dire, de biographie d'acteurs. Alors on va en reparler. C'est peut-être ça effectivement qui était très important pour lui, c'est que, comme je disais, il est beaucoup plus vaste et plus précis et il recueille vraiment la synthèse de tout ce qu'il avait fait. Parce que il y avait toute une équipe autour de lui, je ne sais pas si tu étais dedans, Emmanuel, mais qui ont participé à la publication, par exemple, des correspondences des acteurs. Tous les volumes sur les lettres, hein, où on a approché effectivement la commedia dell'arte et enfin, et c'est ça qui était très utile à faire passer en France, parce qu'en France, on est encore plus en retard qu'en Italie sur ce point. C'était de mettre au centre du phénomène, non plus les masques, les types, mais les acteurs. Et là, ils avaient toute la préparation, et c'est vrai que ce volume-là, il est beaucoup plus synthétique et à la fois précis que d'autres. Il rassemble tout, il rassemble presque aussi les volumes qu'il a publiés des commedie dell'arte, c'est-à-dire les textes que les comédiens écrivaient en entier, enfin leur comédie écrite, qu'il a publié aussi sous forme de volumes. Donc il y a un peu tout ce qui conflue là, et c'est pour ça que je disais pédagogique, mais c'est aussi parce que c'est une vraie synthèse. Merci. Alors, je pose la question, tout à l'heure je dis pourquoi ce livre en Italie, et vous avez répondu tous les deux. Il y a ce prologue, hein, vraiment, qu'il a intitulé prologue, ça me touche beaucoup, parce que c'est comme si on s'apprêtait à avoir une représentation, mais on a besoin qu'on ménage hein, cette entrée en matière pour combattre les stéréotypes
combattre les idées préconçues sur ce type-là de spectacle. Alors, pourquoi ce livre en France? Alors, tu as déjà répondu, 10 ans après, c'est-à-dire qu'il a fallu peut-être réadapter certaines choses, la bibliographie, par exemple, et puis surtout, ménager le public, un public différent, qui est un public francophone, et ça peut poser un problème aussi de s'adresser à un public qui n'a pas la même terminologie, qui maîtrise moins bien cette terminologie. Mais donc, quels ont été les éléments de transformation? Peut-être aussi la présentation iconographique. Si vous prenez le livre de Ciro Ferrone, on a un gros paquet il y a une foule de représentations, de photographies, à la fois de gravures, de tableaux, voilà. Alors que dans ce livre-là, elles sont à l'intérieur du corps du texte. Donc, c'est beaucoup plus pédagogique, d'une certaine façon. Je te laisse répondre. Oui, il y a beaucoup de choses, je vais peut-être en oublier, alors tu me donneras un coup de coude. En fait, pour dire pourquoi c'est important de traduire cet ouvrage en français, je vais vous citer une petite anecdote qui m'est arrivée en tant que traductrice. Il y a eu une époque, il est paru un ouvrage collectif avec des articles dedans, qui était en italien à l'origine, et il y avait un article qui portait sur les masques, les types, la commedia dell'arte. Et on m'a demandé de relire la traduction, parce qu'ils avaient des doutes sur la traduction. Et effectivement, je suis tombée sur quelque chose qui est vraiment significatif de la méconnaissance qu'on peut avoir, c'est qu'il y avait dans l'ouvrage cité le personnage fondamental du Magnifico. Le Magnifico, c'est le pantalone, mais le plus ancien. Et le traducteur, ou je sais pas, enfin celui qui avait traduit par Laurent le Magnifique. C'est-à-dire que voyant Il Magnifico, il ne savait pas, il ne pouvait pas savoir ce qu'était. S'il y avait eu pantalone, oui, mais Il Magnifico, c'était pas possible. Et donc là, effectivement, on voit à quel point il y a un passage qui s'est fait très très lentement, trop lentement, qui a été bien amélioré d'ailleurs avant, parce que je tiens à citer quand même les ouvrages de Claude Bourqui, qui fait partie de l'équipe de Georges Forestier, qui a écrit des ouvrages sur la commedia dell'arte et qui sont déjà un progrès, parce que précisément il y avait ces contacts aussi avec l'Italie. Mais très longtemps, on en est resté au Duchartre, à Georges Sand, enfin pas Georges, mais Maurice Sand, qui mettait vraiment les personnages, en plus réécrits un peu de façon très imaginative, au centre du phénomène. Et là, c'est les acteurs, c'est pour ça que actrice et acteur, c'est très important. J'avais même traduit faussement en mettant acteur et actrice. Et il m'a téléphoné en me disant « c'est pas acteur et actrice, c'est actrice et acteur ». Excusez-moi. Et donc, c'est pour ça que c'est très important. Alors, pour répondre, attendez, je vais quand même tout couper parce que c'est plus sûr. Voilà. Pourquoi tu me demandais les noms, certains qui sont traduits, d'autres qui ne sont pas traduits, les noms des personnages. Alors ça, c'est une convention. Moi, j'ai quand même décidé vraiment de traduire cet ouvrage avec l'accord de Ciro Ferrone, après avoir participé à un colloque sur les intraduisibles dans la langue, et en particulier dans la langue théâtrale, qui était organisé d'ailleurs par Ariana De Sanctis et des gens de Paris 8, des collègues de théâtre de Paris 8. Et en parlant des intraduisibles de la commedia dell'arte, je me suis effectivement dit ça va être très très difficile de traduire cet ouvrage parce que je vais tomber constamment sur ces intraduisibles. Alors il y a les termes qui sont passés en français, qui sont enregistrés dans le Littré, commedia dell'arte, Lazzi, Zani, vous voyez tout ça,
ils se mettent au pluriel, on les met au pluriel, Zani avec un S. Et puis, il y a les autres qui ne sont pas traductibles ou qui sont difficilement traductibles parce que c'est des termes très techniques qu'il faut expliquer presque. Et donc, c'est vrai que cet ouvrage-là avait l'avantage de comporter, et c'est peut-être ce qu'il y a de plus important pour nous, je crois, en France, c'est le glossaire. Qu'avec Ciro, d'ailleurs, on a un peu changé par rapport à la version italienne, parce que entre-temps, il avait encore trouvé d'autres choses et il a réécrit quelques-unes des entrées du glossaire. Mais ce glossaire est vraiment peut-être ce qui est central. Et ça n'a pas été touché. Alors, l'index, tu me parlais de l'index, je suis un peu dans le désordre. Là, c'est des questions uniquement d'édition. C'est-à-dire, l'éditeur a dit, dans cette collection, il y a un index des noms propres, et pas tous les noms propres d'ailleurs, pas ceux qui sont cités en note. Donc, il a fallu que je fasse l'index seulement des noms propres dans le texte, pas d'index des titres, ce qui est vrai est un peu dommage parce qu'il y a énormément de titres cités, beaucoup d'ouvrages qu'on ne connaît pas, des pièces de théâtre qui étaient à la base de ce bagage que les comédiens avaient en eux et qu'ils utilisaient pour jouer sur scène. Et donc ça, effectivement, ça manque. Et également pour les illustrations, alors là, la question était un peu plus épineuse, mais on s'est mis très vite d'accord, c'est que dans l'ouvrage original, Ciro Ferrone avait réparti la question fondamentale des sources, c'est-à-dire comment écrit-on une histoire de la commedia dell'arte, c'est-à-dire comme tout le théâtre, qui est quand même fondamentalement d'abord quelque chose qui n'existe pas sur le papier. Après, on fait des textes, on publie des pièces de théâtre, mais le théâtre en tant que représentation immédiate et qui change tous les jours, tous les soirs, éventuellement, c'est très difficile. Donc le théâtre ancien, en plus, et ce théâtre-là, on a du mal à dire d'où prend-on nos informations. L'iconographie, ça a été prouvé par plein de chercheurs, on a fait des colloques là-dessus, est fondamentale, et il faut encore savoir quel type d'iconographie on utilise, parce qu'il y a celle qui est dédiée, et celle qu'on sait, c'est vraiment de la commedia dell'arte, et ça, effectivement, c'est probablement la commedia dell'arte, revue par un peintre, mais pour savoir exactement, par exemple, comment les acteurs étaient sur scène, Ciro Ferrone a proposé d'aller voir des tableaux, des fresques dans la Santissima Annunziata qui probablement représentent en réalité la famille Andreini, donc les acteurs. Mais la fresque n'est pas dite, il n'est pas dit que c'est une représentation du théâtre. Et alors il a mis effectivement deux parties, dans le prologue une première réflexion sur les sources, et puis dans une troisième partie, là où il y a le glossaire, il est revenu sur la question des sources dédiées, des sources non dédiées, des sources principales, etc. Et peut-être parce qu'en France on est plus cartésien, j'ai dit il faut quand même peut-être rassembler tout ça et le mettre au début, parce que les sources, c'est la critique des sources, la réflexion sur les sources, c'est ce qui est le plus important. Donc on l'a mis dans un seul paragraphe au début, et il y avait une contrainte éditoriale, c'est-à-dire que l'éditeur ne pouvait pas mettre plus de 18 illustrations. Donc il a fallu faire un choix, et on a fait un choix, donc j'ai proposé, j'ai proposé que l'on garde les illustrations qui ne sont pas du tout connues, et par exemple tout le recueil Fossard, toutes les gravures de Callot qui sont très connues, que l'on trouve facilement, qui sont en plus en noir et blanc, donc comme ça... Molière avec Tiberio Ferri. Voilà, le tableau
Donc ça, on les a pas mis, et on a mis ce qui était très significatif, très, disons, en accord avec la réflexion de Ciro Ferrone sur les sources, et qui... alors après, c'est un choix de l'éditeur de les mettre, comme tu disais, de façon... Non, mais c'est une bonne idée. Plutôt qu'on a... Parce qu'ils ne le font pas. Ça, c'est des contraintes éditoriales. De même que les notes qui sont très longues chez Ciro Ferrone ont été intégrées parfois, quand elles étaient importantes pour l'expliquer, à l'intérieur du corps du texte. Oui, ça, je l'ai fait avec son accord, parce que c'est vrai que je ne suis pas très note. Enfin, si, je mets des notes, mais... je trouve que les notes sont toujours très abondantes et que pour une lecture plus fluide, c'était mieux de laisser en note vraiment les références, quelques petites choses ou citations, et puis que tout ce qui pouvait être mis dans le corps du texte, et là il était d'accord avec moi. Bon, c'est tout à fait, je crois, en accord. Alors, je me tourne aussi vers Emmanuel pour lui demander d'approfondir cette question des sources, qui est quand même quelque chose d'épineux et parfois d'un peu paradoxal, puisqu'on parle d'un spectacle physique, musical, oral, avec en fin de compte assez peu de texte, pour se retrouver avec les sources qu'il nous restent, qui sont des sources écrites, iconographiques. Là aussi, il faut savoir ce qu'on a comme objet. Il faut se méfier des sources iconographiques, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Ah oui. Alors, merci pour cette question. Alors, je profite pour rebondir à ce qu'il disait Françoise tout à l'heure, parce que ça me fait une parfaite transition, cette question évidemment des sources. Ciro Ferrone justement dit, page 27, dit la convention qui veut que la commedia dell'arte ne concerne que la comédie, naît en fait d'une tradition critique fondée essentiellement sur les sources françaises. À Paris, en effet, à partir de l'époque, là il y a toute la partie idéologique, à partir de l'époque de Louis XIV et des programmes idéologiques de sa cour, le théâtre des Italiens est cantonné dans la sphère de plus en plus étroite du comique, des masques, de la bouffonnerie, et c'est voie privée l'accès aux formes mixtes comme la tragédie-comédie, etc., etc. Alors ça, c'est vraiment le problème. Et pour rebondir à ce que disait Françoise, la nécessité de traduire ce texte, qui, malgré évidemment des avancées, tu citais le travail évidemment de Claude Bourqui, et surtout l'intérêt quand même de Georges Forestier par rapport au travail des Italiens. Je rappelle en 2013 cette magnifique journée Heures et malheurs des comédiens où Ciro Ferrone était présent, et justement on parlait justement de ces questions, c'était plutôt les questions des troupes, des femmes, on en reparlera. Donc c'est effectivement l'importance de proposer cette traduction pour encore une fois briser tous ces... ou alors ouvrir à quelque chose qui est trop étroit par rapport à une tradition, disons, française, et que par la France s'est répandue peut-être en Europe en ce sens-là. En Italie, les choses ont été un peu différentes, ont été assez différentes. Et peut-être aussi l'approche, en quelque sorte, à l'étude de l'histoire du théâtre qui découle nécessairement de la tradition haute, oserais-je dire, de la commedia dell'arte en Italie. Ce n'est pas un théâtre de texte, ce qui ne veut pas dire que le texte n'existe pas, mais c'est un théâtre premièrement d'actrices, et ça c'est pas dans le sous-titre, le titre de Ciro Ferrone, et d'acteurs, avant que d'être auteur. Alors là, on pourrait beaucoup dire de ça, et qui en quelque sorte s'oppose à la tradition française et d'autres pays d'Europe où le théâtre est notamment... comment dire, tout d'abord, et ça aussi c'est une condition peut-être poétique, idéologique, textuelle, et quand j'étais à l'université justement à Florence, on disait, bah, les Français sont textocentriques, n'est-ce pas? Là, il y avait toujours cette manière juste peut-être d'une approche différente, autre. Hein. C'est pas une question de primauté, c'est une question de, justement, d'approche. Et la commedia dell'arte... Qu'est-ce que c'est que ces documents? Et alors, les sources, donc, comment fait-on pour reconstruire cet objet qui n'est pas... Et là, Ciro Ferrone est une leçon, justement, qui a après vraiment nourri, fécondé toute une série des études successives, et c'est donc essayer de saisir ce phénomène, un phénomène historique qui a un temps, hein, 2 siècles, du XVIe au XVIIIe siècle,
et qui a l'espace en Europe, en essayant de reconstruire tout ce qui compose cette activité dynamique d'acteurs professionnels. Il y a des sources iconographiques, Françoise en parlait tout à l'heure, des sources iconographiques qui doivent être prises d'une manière assez prudente, puisqu'elles peuvent être des monuments ou des documents, pour citer quelqu'un il nous racontait quelque chose de l'activité théâtrale. Dans le livre, différents tableaux, par exemple, sont publiés qui montrent justement la portée documentaire de ces types de sources iconographiques, mais qui peuvent être des filtres. Après, c'est à l'historien, comme disait Marc Bloch, de ne pas être naïf, de ne pas faire naïf. Donc là, des documents, il faut les interroger, et justement, il faut en saisir la portée du document. Et cela, on le fait justement en croisant les sources avec des documents d'archives, qui peuvent être, par exemple, toutes les correspondances. Alors là, le monumental travail de 1993 des correspondances des Comici dell'Arte, qui sont ces correspondances qui sont conservées dans les chancelleries des maisons régnantes, de la maison des Mantoue, des Florence, et puis aussi de Venise, et puis ici les 500 Colbert de la Bibliothèque nationale de France, qui justement nous renseignent sur les rapports des comédiens, par exemple, avec les puissants, avec les seigneurs, ce qui est une donnée extrêmement importante sur la vie professionnelle de ces acteurs. Puis il y a d'autres sources qui peuvent être les actes de baptême, les actes de mariage, tout ce qui est la construction de cet univers d'acteurs, d'actrices, des comédiens professionnels qui construisaient un spectacle. Les répertoires. Les répertoires, oui. Alors, il y a après toute cette partie. Le matériel qu'il fallait, les robes qu'il fallait. Exactement, il y a après toute cette partie textuelle qui est composée d'un côté des canevas, des sujets, de mandafora, alors ce sont toutes des traces textuelles qui ne sont pas en soi des textes entièrement rédigés en allemand ou en aval, on y reviendra peut-être, mais sont des outils de la profession, outils de l'acteur et des acteurs de cette collectivité artisanale qui était la compagnie des Commedie dell'Arte, de la Comédie dell'Arte de cette période, et qui servait justement pour la construction de spectacles. Donc des sources textuelles, et à côté aussi des textes. Françoise en citait tout à l'heure le livre qui est de 86-7, les Commedie dell'Arte, publié par Murcia, les Siloferoni, qui sont au contraire des comédies, alors entièrement, en tout cas des pièces, entièrement rédigées par les acteurs des troupes, des compagnies professionnelles italiennes de cette période, qui deviennent aussi une source d'une manière de faire du théâtre dans une dramaturgie qui est consultive, à des bilans, on y reviendra certainement. Donc, à l'intérieur desquels se cachent les traces du jeu, du dispositif, de la construction, du dispositif actorial et parfois scénographique. Robe, tu parlais de robe, c'est-à-dire l'ordine de la robe, en fait c'est toute une partie d'éléments qui certains acteurs, auteurs, je pense notamment à Jean-Baptiste Andreini, mais aussi à Flemming Escal et d'autres, c'est une espèce de liste des accessoires qui doivent être utilisés pour la scène. Alors c'est vraiment voilà, des sources fondamentales. Mais qui aident à reconstruire, absolument, à reconstruire un spectacle, ou l'idée qu'on peut avoir. Ou en tout cas la vision que l'auteur avait de son spectacle. Alors, on entre encore un peu plus dans le détail, je regarde l'heure quand même. Il faudrait quand même qu'on arrive au point qui pose toujours des problèmes, surtout quand on ne connaît pas bien ce type de spectacle, c'est la notion d'improvisation, d'impromptu, qui n'est pas une véritable improvisation. Et donc il va falloir en parler. Donc je me tourne vers toi, mais en fait ça pourrait être tous les deux. Et puis cette distinction qu'a théorisée Ciro Ferrone entre la dramaturgia consuntiva, preventiva, pardon, on commence par là, dramaturgia preventiva, dramaturgia in azione, dramaturgia consuntiva, pour lesquelles tu as trouvé une traduction qui est différente des traductions jusqu'ici utilisées par d'autres traducteurs. Et alors, je me tourne vers tous les deux parce que je pense qu'il est bon de clarifier les choses et d'expliquer, même de manière très simple,
ce que ça veut dire tout ça. Qu'est-ce que c'est que cette improvisation qui n'est pas de l'improvisation, et qu'est-ce que c'est que ces différents strates dramaturgiques? C'est-à-dire que l'improvisation, on pense que, généralement comme ça, parce que c'est même, j'ai revérifié dans le Littré, et c'est vrai que dans le Littré, improviser, ça veut dire tout ce qui se fait sur le champ et sans préparation. Et ça, c'est impromptu, et improviser, c'est faire sans préparation et sur les champs des vers, de la musique, et sur le champ des vers, de la musique, etc. Et ça, c'est le dictionnaire. Maintenant, dans les faits, regardez là, on a l'air d'improviser. Mais en fait, on n'improvise pas. Enfin, je veux dire, on ne fait pas sans préparation. On a préparé. Beaucoup de travail. Beaucoup. Donc, c'est la même chose pour les comédiens. C'est-à-dire, les comédiens italiens et les comédiens, je pense, qui continuent à jouer un peu de cette façon. Alors, il y a jouer sur un texte, apprendre un texte par cœur. Ça, c'est la dramaturgia consultiva, enfin, c'est pas tout à fait ça, mais on joue sur un texte qui a été établi, mis dans un livre, et c'est préventiva, et qui a un auteur, et normalement on ne doit pas toucher à ce texte, parce que maintenant l'auteur, etc. Que tu as traduit prévisionnel. Alors, j'ai traduit par prévisionnel parce que preventivo, il preventivo, en italien, c'est un lexique économique. C'est le bilan. Donc, vous faites un budget préventif et vous faites le budget avec le bilan de la fin d'année. Donc, moi, comme j'ai beaucoup de mal là-dessus, j'ai gardé prévisionnel, c'est-à-dire ce qu'on prévoit et ce qu'on a. Un devis, voilà. Quand on fait un devis, on demande des travaux, on demande un devis, et donc ça, c'est ce qu'on prévoit. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de manières de traduire, certainement, pour garder l'idée qu'il y a des choses qui sont a priori et d'autres a posteriori. A posteriori, ce serait consultivo, voilà. C'est-à-dire le texte qui a été, ou le spectacle qui a été approuvé par la représentation avec des procédés qui ont fonctionné, oui. Et qu'ensuite l'auteur met sur le papier, voilà. Et là ce serait plutôt consultivo, c'est-à-dire, là tu l'as traduit de bilan, je crois, oui. La dramaturgie de bilan. Et entre les deux, il y a cette dramaturgie en action, qui est celle qui est, par des exemple, acteurs, en fait. Des acteurs, qui n'est pas, alors pour revenir à l'impromptu, c'est-à-dire que c'est pas entièrement sur le moment qu'ils vont créer. D'abord, il y a le canevas, c'est-à-dire ce qui les guide. Avant même, ou encore plus simple que le canevas, il y a le mandafuori, qu'on ne peut vraiment pas traduire, c'est-à-dire c'est une toute petite liste avec les entrées et les sorties qui permettait aux acteurs dans les coulisses de savoir à quel moment il fallait qu'ils entrent en scène ou qu'ils sortent de la scène, et peut-être quelques mots qui disaient quel était le sujet du dialogue à faire. Bon, ça, c'est ce qui résulte donc aussi du travail d'un auteur, parce que Flaminio Scala, par exemple, quand il publie les canevas qu'il faisait jouer à ses acteurs, ses directeurs de troupe, il dit bien, lui et Andreini, qui écrit aussi un texte pour cette publication, que c'était des textes, c'est déjà des textes, les canevas, qui détaillent les entrées, les sorties et l'idée générale. Et là-dessus, les comédiens, ils mettent ce qu'ils ont préparé en réalité. Ils mettent des dialogues qu'ils nourrissent de leur connaissance, qu'ils nourrissent de leur lecture. Il y a des monologues, par exemple, très connus d'un acteur qui montre comment le comédien se prépare, lit l'Arioste, etc. Et puis dans l'Arioste, il trouve des phrases et ensuite il improvise. Alors il n'improvise pas à partir de rien, c'est ça. L'idée que l'improvisation c'est à partir de rien, c'est une idée fausse. Même en musique d'ailleurs, ou quand on fait des vers, il y a la langue d'abord et il y a un bagage avant. Et pour les comédiens, il y a cela. Donc ça, c'est leur bagage avec lequel ils nourrissent les canevas
Et ensuite, il y a les pièces qui sont écrites d'ailleurs par les comédiens et qui sont des enregistrements de leur technique, comme les Bravure et del Capitan Spavento, qui n'est pas une pièce de théâtre, mais qui est un dialogue entre lui et son serviteur, et où il magnifie, parce que c'est de la littérature, là on arrive dans cet enregistrement littéraire, il magnifie son propre personnage de capitaine en, disons, réécrivant des dialogues. Et c'est passé à la postérité, et ça a été traduit en français, et dès sa publication, ça c'est ce consuntivo. Et donc, il y a ce travail qui, je me tourne aussi vers Emmanuel, il y a ce travail qui est aussi un travail sur le corps, il y a un travail sur les textes. D'ailleurs, ils apprenaient des choses par cœur. Hein, et ils travaillaient en même temps sur les postures, sur toutes sortes de choses, les fameux lazzi qui sont à la fois physiques et verbaux, d'ailleurs. Hein, là aussi, on a un stéréotype dans la tête, comme si le lazzo était seulement physique, mais non, le lazzo est aussi verbal. Donc, il y a un savoir-faire de ces comédiens très poussé. Oui, en fait, toute cette partie fait certainement, comment dire, une composante essentielle de la méthode de composition des spectacles de la comédie de l'art. Je pense que Françoise a répondu très bien sur cette question-là. Moi, je voudrais un petit peu faire un peu et reprendre ce qu'il dit Ciro, justement, en introduction, en disant l'improvisation n'est pas un trait majeur de la comédie de l'art. Et ça, c'est hyper intéressant parce que ça reaxe le livre et donc la recherche dans le propos de Ciro Ferrone. En effet, l'improvisation, le sens de l'improvisation, de Lazzo, de Canova, qui sont certainement nécessaires et fondamentales pour la construction des pièces de la comédie de l'art, enfin, des comédiens professionnels italiens, sont reportés au glossaire en fin de volume et de manière assez succincte. C'est-à-dire, si l'on ne cherche pas là de développer cette partie pour encore une fois briser, c'est ce qui était l'idée, après, encore une fois, on revient toujours au centre, n'est-ce pas, de la comédie de l'art comme extemporaine, comme quelque chose qui se fait sur le champ, ça rien apprendre, etc. Et revenir au contraire sur une question qui est la question du métier de l'acteur, et donc de sa capacité de s'structurer à l'intérieur d'une compagnie et d'un répertoire. Et là, on va dans un des points majeurs, à mon sens, de ces livres et de l'approche de Ciro Ferrone, et surtout par rapport, n'est-ce pas, à la traduction. Donc, encore une fois, on a besoin de faire circuler ce texte en France. C'est que la comédie de l'art, ou alors ce phénomène de 2 siècles, n'était pas simplement un jeu d'improvisation. Et donc, on associe souvent improvisation à comique, souvent à bouffon, voire farcesque. Donc, non, c'est exactement pas ça, et c'est au contraire, là, c'est hyper bien démontré, c'est la possibilité de ces acteurs comédiens professionnels de parcourir toute la palette des formes représentatives de l'époque moderne, du théâtre moderne, voire d'en inventer. C'était des acteurs qui savaient jouer l'impromptu, ça c'est sûr, qui savaient jouer des textes rédigés à la main, savaient déclamer la tragédie, savaient jouer, savait chanter. Alors là, c'est extraordinaire, toute cette partie que Ciro Ferrone démontre de cette première phase où l'opéra, l'autre grande, n'est-ce pas, invention des Italiens, n'est-ce pas, comédie de l'art et opéra. Donc, les premières années de l'opéra en Italie, lorsqu'on ne connaissait pas ce genre, étaient chantées par des comédiens de l'art, parce que ça n'existait pas des troupes, des compagnies des chanteurs. Il y avait que des compagnies d'acteurs. Alors là, il y a cette porosité entre les différents genres, donc peut-être l'improvisation, oui, mais ça n'est pas simplement la seule. Ça, c'est peut-être le génie, le secret, aurait dit Taviani et par ailleurs, de la comédie de l'art, mais ce n'est pas la partie la plus importante, et c'est exactement ce qui, je pense, axe carrément le texte. Moi, je pense que, alors, c'est un mot qu'on n'a pas prononcé, mais il y a ça c'est certain, et
je reviens à attori, mercanti et corsari. Il y a l'autre mot, je crois, qui est fondamental, et c'est pour ça qu'il voulait absolument aussi que ça soit ce volume-là, qui est plus vaste, c'est le voyage. Exactement. Et là, il y a tout de même tout un chapitre sur le voyage du capitaine, par exemple, et sur le voyage des comédiens. Et une autre des marques de la Commedia dell'arte, c'est l'idée de ce voyage qui est le voyage des textes et des acteurs. Et c'est vrai, concrètement, ils voyageaient, ils passaient les frontières, il y avait des routes qui étaient très bien tracées, les itinéraires, on connaît ces itinéraires, c'est Taviani qui les avait reconstruits, Tessali, je ne sais plus, très bien, très précis. Et alors, ça passait pas que par la France, hein, parce qu'il y en avait aussi qui partaient vers Innsbruck, et puis tout vers les cours des Allemandes. Il y a un petit plan, il y a les premiers qui sont descendus en Espagne, c'était Zangadas, ce Anzani qui est allé en Espagne. On a retrouvé même des traces de ces canevas espagnols qui sont très importants. Et donc, c'est cette diffusion, ce voyage qui était une des marques les plus importantes un des caractères importants qui définissait ces acteurs. Et donc, il y avait la nécessité aussi de s'adapter à des nouveaux publics. Ils étaient très mobiles, concrètement, et très mobiles dans leur tête, et très mobiles dans les connaissances qu'ils avaient de la culture d'accueil, comme on dit maintenant. Peut-être de s'adapter au goût du public, peut-être en hybridant parfois, voilà. Comme ça a été le cas. Et en France, ce qui s'est passé, alors je connais vraiment beaucoup moins bien, mais c'est que ça a été le seul endroit d'ailleurs où c'était institutionnalisé. C'est-à-dire que c'est en France que les comédiens ont eu des contrats et qu'ils étaient patronnés ou protégés par le roi, comme les comédiens français. Donc c'est en France. Et là, il y a une institutionnalisation qui rompt un peu avec le voyage. Je sais pas si... Oui, absolument. Ça, ce sera un des chapitres de mon ouvrage dans 20 ans à venir, c'est-à-dire un peu retravailler cette question du voyage, mais justement pour donner aussi un peu d'honneur à la France, au contraire, et à Paris. Alors, tandis que c'est vrai, disons, ce que je disais tout à l'heure, cette question idéologique, le Louis XIV, tout ce qu'on veut, c'est aussi une manière pour Louis XIV de se... peut-être s'affranchir un peu d'une tradition un peu trop italienne, italienisante de ses ancêtres. Ce qui est important, c'est qu'effectivement la France devient vraiment la patrie, la deuxième patrie de ce phénomène de la commedia dell'arte. Effectivement, ça devient une institution et arrivera à devenir un patrimoine, oserais-je dire, le théâtre de la Comédie italienne de Paris. Donc c'est clair que c'est ici qu'après elle s'est développée. Mais avec ses propres caractéristiques. Avec ses propres caractéristiques, mais justement, alors je ne me rappelle plus qui, je fais semblant de ne pas me rappeler, disait Molière est les plus importants comédiens de l'art et de l'histoire. Pour dire cette sorte d'accueil quand même que la France a fait aux comédiens. Mais il faut peut-être le comprendre aussi comme il était un professionnel, c'était un auteur-acteur comme Andréi. Exactement. Bon, je crois qu'on peut, si on faisait un tableau des grands auteurs-acteurs, évidemment, il serait là en premier, et il y aurait Andreini, Giovan Battista à côté, et c'est cette marque aussi qui est importante, parce qu'on parle des bouffons, effectivement, mais non, c'était les grands acteurs, ceux qui ont marqué, qui ont voyagé, etc., ils étaient des auteurs, et ils ont fini par devenir des auteurs-acteurs, d'ailleurs. Au point de s'ouvrir au texte français ou aux propositions des auteurs français. En France, en tout cas, les comédiens italiens se sont ouverts, et c'est pour ça que je parlais aussi d'hybridation, parce qu'on est arrivé au XVIIIe siècle avec des spectacles plurilingues, où il y avait du français mélangé avec du toscan, du vénitien. Sur ce point, je pense que Ciro Ferrone, à un moment donné dans ce livre, parle effectivement de ce rapport aux auteurs. Bon,
Alors lui, il parle notamment, par exemple, il fait un discours sur Goldoni particulièrement, et sur quelque sorte d'imperméabilité des troupes via la force des cohésions de ces troupes qui dérivaient un peu des liens familiaux, etc. Donc, est-ce que c'était une ouverture, effectivement, à l'activité des auteurs? Certes, mais c'était aussi une tentative des auteurs de briser, en quelque sorte, ce qui était cette cohésion collective qui faisait des troupes italiennes, des véritables coopératives soudées et rodées. Sur un système de théâtre qui devait fonctionner à travers un système d'emploi, de rôles, et en déclinant d'une manière assez articulée les différentes parties, disons, les différentes compétences des différents acteurs. Donc oui, en France, il y a certainement cette ouverture, et il y a ce mot que Françoise a traduit, c'est métissage culturel, qui est un dérivé nécessaire, et qui est un corollaire nécessaire du principe du voyage. Alors oui, tu poses vraiment cette attention importante. Alors, moi, je me rappelle que dans toute pour revenir à l'expérience avec Ciro Ferrone et pour les Florentins généralement, Annabelle Testaverdi aussi, qui nous avait fait à l'époque justement tout un séminaire sur Don Juan et sur le voyage de Don Juan entre l'Espagne et la France. Et là, c'était vraiment un des pivots, le voyage. On ne peut pas penser la comédie de l'art sans penser au voyage. Et quand on parle du voyage, justement, ce n'est pas seulement le voyage de la perte, super bien dit, c'est-à-dire physique, c'est aussi le voyage des personnages, des masques, le capitaine ou des textes. Des textes aussi. Des Don Juan et des autres. Alors ça, c'était vraiment quelque chose qui était vraiment hyper important dans nos formations. Alors, il faut qu'on laisse un peu de temps à la discussion. Une dernière question pour tous les deux. Alors, qu'est-ce que c'est devenu? C'est-à-dire, est-ce qu'on est devant un phénomène qu'on étudie un petit peu dans son archéologie, auquel cas il y a une tentative de retrouver des techniques et de proposer au public la façon dont ces comédiens savaient monter des spectacles, ou est-ce qu'il y a une ouverture aujourd'hui sur une commedia dell'arte moderne? Alors je sais qu'il y a des chercheurs qui travaillent aujourd'hui sur les manifestations contemporaines, ou des comédiens qui reprennent à leur compte. Mais qu'est-ce que ça devient aujourd'hui, cette commedia dell'arte? Voilà, est-ce que vous avez des réponses? On dit toujours que, par exemple, le personnage d'Arlequin, on dit toujours que c'est un personnage qui est irréductible. C'est-à-dire que régulièrement, on le sent, on le voit ressortir de sa boîte, comme vous voyez, comme les boîtes avec les clowns qui sortent là, et qu'on le revoit sous d'autres formes, peut-être pas la même mais que c'est un personnage qui est éternel. Alors, est-ce que je suis encore une fois dans le stéréotype, ou voilà, est-ce que vous avez dans vos expériences, vos connaissances, vos recherches, est-ce que vous voyez réapparaître? Est-ce que ça pourrait réapparaître ou est-ce qu'on est dans l'archéologie? Voilà, on monte des spectacles comme... C'est-à-dire que si on considère que commedia dell'arte, arte, c'est la profession. Donc, si on pense que commedia, ça veut dire le théâtre de la profession, ou la profession du théâtre, donc, en réalité, il y en a toujours, il y en aura toujours. C'est ce qui échappera à la censure qui nous attend peut-être. Bon. Donc, je veux dire, c'est immortel. Arlequin, c'est un élément qui a été pris comme emblème, parce qu'effectivement, il a beaucoup voyagé, on se demande même s'il n'a pas une origine un petit peu normande, j'avais travaillé là-dessus, Elquin, enfin, un diable français qui aurait des crécelles comme ça pourrait aussi venir de là. Donc, de toute façon, on cherche des origines. Mais ce qui est fondamental, c'est que c'est toujours l'art du théâtre. Et donc, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui s'interroge sur comment jouait-il, et là, l'iconographie peut être intéressante. Qu'est-ce que c'est qu'un masque? Comment fabrique-t-on les masques? Comment les masques évoluent-ils?
Oui, il y a aussi le problème de la troupe, c'est-à-dire que c'est rare aujourd'hui de voir des troupes bien qui sûr. restent toujours ensemble et qui Voilà, mais travaillent sur la durée. Il y en a quand même, il y a des grandes troupes et puis il y a les plus petites troupes, c'est plus difficile, mais ça fait partie de la vie qui continue. Après, il y a, moi j'ai suivi par exemple des stages de Commedia dell'arte parce qu'on m'avait dit il faut jouer, il ne faut pas seulement en parler. Donc je vais aller jouer. Et il y a des acteurs comme Carlo Borzo, que tu connais bien aussi, Andrea, puisqu'il y a eu une thèse dirigée par toi qui est portée sur lui. Il y a. Alors, moi, je suis vraiment la maman la maman. J'ai dirigé une thèse qui porte le titre de Neocommedia dell'arte, la Neocommedia dell'arte, et il faudrait que Giulia Filacana en parle. Tu as travaillé sur Poli, hein, Giovanni Poli. Sur Giovanni Poli, donc tous ces Italiens, ces acteurs, ces metteurs en scène italiens qui sont allés puiser dans leur bagage historique et qui ont essayé de le réinjecter dans l'art du théâtre, tout simplement. Et je pense que là, on est dans quelque chose qui va survivre et qui va s'adapter. Je sais que Giulia Filacana, d'ailleurs, elle travaille aussi sur les masques et sur les robots, sur l'informatisation, vous voyez, enfin, je ne connais rien, mais sur l'intelligence artificielle et l'acteur. Et donc, est-ce que c'est ça l'avenir? J'en sais rien. Mais toi, tu connais un Arlequin, personnellement. Oui, alors donc ça c'est vraiment une question épineuse. Alors, ma position personnelle est que la Commedia dell'arte, cette Commedia dell'arte, c'est-à-dire le théâtre professionnel italien, s'est arrêté au XVIIIe siècle. Pour moi, il n'y a pas des suites, c'est une méthode, et ça, il le prouve très bien, c'est le produit d'une société, c'est le produit d'une époque, c'est le produit d'une politique, c'est le produit d'un panorama qui n'existe plus. Donc, le panorama et la méthode. Donc, la méthode artisanale, de composition artisanale, en quelque sorte, je serais plutôt tenté de dire que Ariane Mnouchkine se rapproche en termes de ce que ça pouvait être l'idée de Commedia dell'arte à l'époque, que tout ce qui prétend d'une manière ou d'une autre de faire une Commedia dell'arte dans ce sens-là. Et je me contredis moi-même, puisque en fait, dernièrement, je trouve, alors, on va parler Carlo Borzo, mais je pense qu'il y a quand même deux acteurs, en général, généralement de pointe à ce moment. Un acteur, qui est Enrico Pollavera notamment, qui est l'héritier de Soleri, Ferruccio Soleri, et qui avant était de sa part élève de Moretti. Mario Moretti. Non. Mario Moretti. Oui, et qui était l'Arlequin de Giorgio Strehler, lorsque Giorgio Strehler en Italie commence à redécouvrir ce phénomène de la Commedia dell'arte. Donc je pense au Masque dei Soleri, je pense à tout ce moment qui est encore une fois italo-français. Il y a Strehler, il y a Soleri, il y a Lecoq, et derrière Lecoq il y a Copo. Enfin, il y a toute une tradition qui converge dans cette récupération. Donc Enrico Pollavera aujourd'hui est l'Arlequin chef de l'Arlequin Vallée des Deux Maîtres depuis Colonie Milan, et qui mène non seulement ce spectacle encore des milliers, peut-être le spectacle plus joué au monde, je pense, et non seulement en termes de poids, mais aussi en termes de... Et il est aussi dramaturge, il redécouvre d'une manière vraiment extrêmement philologique, historique, les canevas anciens, la manière dont construire ce personnage. Et un autre acteur qui n'est pas un acteur, mais c'est pour le coup une compagnie que j'aime citer parce qu'ils font un travail qui est remarquable de reconstitution et récupération des anciens canevas, et qui est Stivalaccio Teatro, dirigé par Marco Zotello, avec toute une troupe, et qui, eux, justement, essayent un collectif. Et qui expérimente des choses... Alors, qui expérimente des choses, mais... originales. Oui, alors disons, récupèrent et ils construisent une dramaturgie sur des canevas. Le dernier était un spectacle arlequin muet par Krantz,
qui est tiré justement d'un canevas de Luigi Riccoboni, justement pour la comédie italienne de Paris en 1716, sur lequel Marco Zoppelli, sur la base d'un canevas, a construit une dramaturgie. Pourquoi l'improvisation, il faut être... Alors, pourquoi je cite ces deux? Mais c'est parmi d'autres phénomènes qui se développent partout, parce que la comédie de l'art fascine toujours. C'est parce qu'il représente, à mon sens, et pour revenir encore au livre, de racines, en quelque sorte de la naissance, de la préhistoire, comme si on fait de la préhistoire de la comédie de l'art et de l'histoire de la comédie de l'art. L'acteur en quelque sorte se lit, c'est-à-dire que Bonavera on ne l'identifie pas comme membre d'une troupe. On sait qu'il est l'arlequin, et l'arlequin qui va le faire, l'arlequin qui joue pour l'arlequin. Comme les solistes, les premiers solistes, Ruzant ou d'autres, n'est-ce pas, qui préparent l'arrivée, l'entrée du professionnalisme théâtral à l'époque moderne, et la troupe de Sivalacha Théâtre. Alors là, au contraire, c'est l'esprit des troupes. C'est l'esprit des troupes qui compte, et comme justement leur... Et peut-être un dernier mot sur ça, la comédie de l'art reste, et là je le vois du point de vue pédagogique, je vois pour l'université, je vois au conservatoire, dans l'école, comme méthode et comme technique. Non pas la méthode et la technique de l'improvisation, fort heureusement, oserais-je dire, mais des masques notamment. C'est-à-dire maintenant c'est devenu une partie de la formation de l'acteur, et là c'est, alors là on pourrait ouvrir un chapitre trop grand, c'est vraiment la confrontation des grands géants, des masques, je parle des masques malinaises, des masques de Roméo de l'art, des masques américaines, là ça ouvre vraiment l'univers dont la Roméo de l'art a toute sa place. Toute sa place. Très bien. Alors, c'est le serpent qui se mord la queue. Je voulais quand même préciser, rappeler qu'il s'agit bien d'un ouvrage à la fois de pédagogie et d'un ouvrage scientifique, puisque c'est le résultat de recherches historiques, sociologiques, cet ouvrage-là, et qu'il y a un dictionnaire très touffu, un dictionnaire des personnalités qui ont fait la comédie dell'arte, un dictionnaire des actrices et des acteurs. Alors, ce dictionnaire, est-ce que vous avez discuté pour le garder, ne pas le garder? Oui, on a beaucoup discuté parce que personnellement, je pensais que, et ça j'en avais discuté avec Andrea, il était, enfin je l'avais traduit, mais c'était pour l'insérer. Est-ce qu'on le laissait ou pas? Parce qu'il y a des recherches qui se font à la Sorbonne, comment ça s'appelle, un peu comme un Matin, voilà, et qui permettent d'avoir accès à des fiches sur les différents acteurs biographiques, etc., et qui pouvaient peut-être alléger la publication en renvoyant à ces fiches. Mais peut-être que Ciro a tenu... Ciro a tenu à ce qu'il soit présent, d'abord parce qu'il y a dedans certaines indications qui lui sont propres, qu'il a trouvées, qu'il a repérées, qui viennent de ses recherches sur les correspondances et de toutes ces autres recherches. Et puis parce que je pense que ça fait partie de ce qui est la conception générale de son ouvrage, c'est-à-dire des données qu'on offre pour une meilleure connaissance. On offre un produit fini, global, alors qu'on peut peut-être aller confronter avec ce qui existe maintenant en ligne, mais c'est le produit fini, et je pense que comme ça, effectivement, c'est bien. Alors comme je l'avais traduit, on l'a finalement inséré. Mais peut-être que ça reste quelque chose d'ouvert, parce que il faudra peut-être l'actualiser au fur et à mesure des découvertes qu'on... Oui, mais c'est comme la bibliographie, là je regardais justement... avant de venir, et la bibliographie, il y a déjà des choses qui manquent, parce qu'on l'a mis à jour, c'était, là ça a été publié en 24, mais ça a duré depuis, mettons, 2021, et entre 21 et 24, il y a choses ont paru. Bien sûr, mais ça, c'est inévitable, c'est le lot de tous les ouvrages, et ça sera les prochains chercheurs qui aggiornamentos viendra à ce moment-là. Merci à tous les deux. Je pense que la présentation a été assez complète.